Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga d'octobre 2023 qui d'ailleurs est tournée en 2024, mais bon, j'ai eu un très gros problème technique. J'espère que ça va pas persister sur cette vidéo et qu'elle pourra sortir normalement. Voilà, donc quoi qu'il en soit, je m'apprête à vous présenter les mangas que j'ai lus en octobre 2023. C'est parti. Alors ce mois-ci, c'est un mois où il y a eu des lectures quand même, des très gros morceaux en ce qui me concerne. Alors quand je dis des très gros morceaux, c'est pas tellement en termes de taille, c'est vraiment en termes de valeur personnelle. C'est des mangas qui ont beaucoup de poids pour moi, et j'ai une histoire avec, et du coup je suis vraiment content, et un peu triste en même temps, de les avoir terminés. Et donc on va commencer par Tomber du ciel, tome 17 à 20. Donc hop, je vous mets un peu toutes les jaquettes, hein. Hop là. Donc Tomber du ciel qui, à ma grande surprise, avait été publié chez Meian. Et ça a vraiment été une des sorties qui pour moi a consolidé cette espèce d'image de Meian que j'ai de éditeurs qui n'hésitent pas à sortir des trucs un peu niche, mais qui sont dans ma niche justement, et du coup ça me plaît beaucoup. Ils ont beaucoup d'autres séries que j'apprécie et que je m'attendais pas à voir sortir en France, donc Meian ont vraiment su s'imposer comme un de mes éditeurs préférés, notamment grâce à cette sortie. C'est vraiment le truc pour lequel je suis très reconnaissant. Tomber du ciel de Sorano Toshimono, c'est écrit en dessous, pour le titre japonais. C'est quoi en gros? C'est un manga que je connaissais déjà depuis des années en fait, parce que j'avais vu la série animée à peu près à l'époque où elle est sortie, je pense, un petit peu après à mon avis. Et j'avais vraiment beaucoup aimé la série animée. J'avais pas pu, parce que je ne savais pas qu'il existait, et ensuite il s'est avéré que c'était un peu trop tard, je pense, hein, pour poursuivre sans être un peu perdu. Mais j'avais pas pu voir le film qui concluait la série animée. Du coup, quand le manga est sorti, j'étais doublement content, non seulement parce que du coup j'allais pouvoir voir la fin de l'histoire, mais en plus parce que ce manga était sorti en animé il y a des années, donc il n'y avait aucune actualité qui justifiait que ça sorte. Et j'étais vraiment hyper content que ça sorte. C'est voilà un peu une de ces licences que t'as l'impression qu'il y a que toi qui connais, même si c'est pas du tout le cas, mais vous voyez, genre ça ne vient jamais dans une conversation sur no Toshimono. Faut vraiment avoir quelqu'un de random sur internet qui regardait les mêmes genres d'animés que toi à la même époque pour qu'on te sorte sur un Toshimono. Donc le voir revenir sur le devant de la scène en français et pouvoir avoir l'histoire complète dans son format d'origine, j'ai trouvé ça vraiment très cool et j'étais vraiment hyper content que ça sorte. Et du coup, en finissant cette série, enfin, avec le dernier tome qui est le 20e, j'ai l'impression d'avoir vraiment accompli un truc avec cette licence qui m'avait marqué à l'époque et qui, du coup, aujourd'hui, s'est représenté à moi et j'étais vraiment content de finir cette histoire. Alors, je veux pas trop spoiler, parce qu'il y a des twists, des trucs comme ça, des petits mystères et tout, mais je vous le conseille vraiment, c'est plein d'humour et c'est super bien dessiné en fait. L'auteur a ce truc un peu bizarre, souvent il met son perso en chibi pour les sections humoristiques, vous voyez. Du coup on pourrait se dire ouais le gars il sait pas trop bien dessiner, il met son perso en chibi tout le temps, mais non en fait il dessine hyper bien. C'est ça il y a une sorte c'est vraiment un choix artistique en fait d'avoir mis son perso en chibi parfois parce qu'on le voit qu'il sait super bien dessiner le gars et même des fois il dessine son perso en chibi mais il fait tellement d'efforts dans la mise en scène et dans la façon dont c'est dessiné pour que ce soit impactant que tu sens qu'en fait c'est pas plus facile que de le dessiner normalement le gars. Donc c'est assez dingue cette espèce de... Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un truc aussi marqué comme ça dans la version manga. Ce qui est très cool parce que du coup ça fait que le manga a sa petite patte aussi, se vaut en lui-même. Les gags, bon ça fait très longtemps que j'ai pas vu l'animé, hein, mais les gags, je pense, hit un peu differently quoi. Oui, je parle anglais d'un coup, je sais pas pourquoi. Vous voyez, le manga a sa propre valeur et c'est toujours un truc qu'il faut mettre en avant parce que des fois on se dit qu'est-ce que je fais, le manga, l'animé, machin. Moi, pour avoir fait les deux supports, du coup, maintenant je peux vous dire que les deux valent le coup. Mais si jamais vous avez vu l'animé il y a 10 ans comme moi là, eh ben, je vous inviterai peut-être à lire le manga si vous avez un peu oublié ce qui se passe. En plus, c'est bien, c'est parfait pour redécouvrir. Parce que bah du coup, il y a un peu sa valeur intrinsèque à ce manga. Et j'étais vraiment hyper content que ça sorte. Et je suis vraiment hyper content que ce soit fini. Même si je suis un peu triste en même temps, vous comprenez le sentiment, je pense. Hein, je pense qu'on a tous déjà fini des séries qu'on apprécie. Et, et voilà, il y a cette phrase du générique de l'opening, I can hear my heart bell, qui c'est un peu la sensation que j'ai eue moi quand ce manga est sorti en France. Je me suis dit, je me suis pris un petit shot de nostalgie et j'étais vraiment content. Et j'espère que ça arrivera pour d'autres séries, un peu dans cette époque-là que j'avais vu à l'époque. Je me souviens, c'était à l'époque ça où je regardais encore des trucs qui traînaient sur YouTube pour tout vous dire. C'était vraiment début des années 2010. Et
vraiment super cool, et j'espère que Meian nous fera plein d'autres bonnes surprises comme ça. Il y en a déjà eu depuis, hein. Il y a eu Demon Lord Retry, il y a eu Masamune Nekun's Revenge, il y a eu, bon, Konosuba c'était avant, je crois que c'était sorti, mais il y a eu plein d'autres petites séries comme ça, qui reviennent tout droit de mes sessions de visionnage il y a plusieurs années, et qui vraiment étaient un plaisir à voir sur mes étagères et à voir dans les rayons des magasins. Donc, Tombé du ciel, vraiment un gros morceau pour moi. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous y intéresser, ne serait-ce que regarder l'animé ou vous renseigner, je sais pas, regardez peut-être juste l'opening pour voir si ça va vous plaire. En tout cas, c'est assez drôle, c'est très comique hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je suis vraiment hyper content d'avoir pu lire cette série en manga. C'est un truc que j'aurais jamais pensé possible à l'époque où je regardais l'animé. Donc, vraiment un grand merci à Meian, j'adore cette série, je vous la conseille de tout cœur et c'est la dernière fois qu'on en parlera. Donc, prenez ce conseil comme un ultime conseil très fort. Alors ensuite, je vais pas vous faire patienter plus que 2 raisons pour vous présenter le deuxième gros morceau de cette vidéo. Encore une fois, un gros morceau très personnel, vous avez peut-être pas trouvé ça si dingue que ça, mais moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais vous présenter immédiatement, c'est Yamada-kun and the Seven Witches, tome 25, 26, 27 et 28, version collector avec le petit livret supplémentaire. Voilà, donc toute la fin de la série, encore une fois. Et donc cette série, pourquoi c'est super cool parce que déjà, le tome 28 a mis hyper longtemps à sortir, je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais très content qu'il sorte. Il y a même eu la nouvelle série de l'auteur, A Couple of Cuckoos, qui est sortie entre temps, tellement le manga a mis longtemps à sortir. Enfin, le dernier tome du manga en tout cas. En France, hein, parce qu'au Japon il était déjà fini depuis longtemps. Et Yamada-kun and the Seven Witches, c'est encore une fois de cette période dont je vous ai parlé juste avant avec Tombé du ciel. C'est exactement cette même période où je regardais des animés, souvent qui traînaient sur YouTube. Et c'était un vrai plaisir et je découvrais tout un tas de choses. Et Yamada-kun and the Seven Witches, il y a vraiment une place spéciale parce que je crois que non seulement c'est le premier animé que j'ai regardé en VostFR, donc le premier animé avec les sous-titres, hein, parce que bah, je ne sais, aujourd'hui encore je ne sais toujours pas s'il existe une version française. J'ai vu genre des extraits mais je crois que c'était un fan-dub mais je suis pas sûr. Donc en fait j'ai toujours cette espèce de doute et je suis jamais allé voir s'il y avait des DVD qui étaient sortis ou je sais pas pour vérifier si la VF existait. Donc je ne sais pas si la VF existe. Quoi qu'il en soit, c'est le premier animé que j'ai regardé en VostFR et en plus de ça c'est l'animé qui m'a fait réaliser que le manga et l'animé n'étaient pas liés de manière indissociable. Ce que je veux dire par là, en termes de traduction, ce que je veux dire par là, c'est que comme j'avais vu l'anime en VostFR, j'étais persuadé que le manga ne pouvait pas être publié en France à l'époque. C'était il y a très longtemps, à l'époque où je commençais pas les mangas, mais presque quoi, vous voyez. Et du coup, quand je suis allé dans un rayon de manga et que j'ai aperçu les tomes de Yamada-kun and the Seven Witches en bas d'un rayon en France, je me suis dit, attends quoi ? Le manga existe en français alors que l'anime non. Et là j'ai réalisé que les deux industries n'étaient pas aussi intrinsèquement liées que ce que je pensais. Parce que vous voyez, on est habitué avec des trucs genre comme Pokémon ou trucs comme ça qui ont beaucoup de synergie entre les médias. On est habitué à se dire ouais bah si le manga il est pas sorti en France, ou le jeu ou l'animé ou voilà, et ben du coup l'autre support non plus parce que ben tout est lié, c'est la même licence. Mais non, c'est pas systématiquement le cas en fait. Il y a des mangas qui existent que encore plus de nos jours parce que de nos jours tout est en VostFR. Donc oui c'est la norme en fait la VostFR maintenant. Donc forcément c'est encore plus différent de nos jours. Mais déjà à l'époque j'ai été surpris d'apprendre du coup que le manga pouvait être sorti et pas l'animé, et inversement, et tout ça, voilà, ça m'a vraiment appris des choses sur la façon dont fonctionnent les mangas et les animés en France. Et voilà, c'est un manga qui est très important pour moi, quoi. Vous le comprenez, je pense. Hein. Mais en plus, il dure depuis longtemps. Je sais pas depuis quand je suis à jour en fait sur Yamada-kun et The Seven Witches, parce que je me dis, si c'était vraiment il y a genre 10 ans que j'ai commencé, il a mis 10 ans à sortir tout le manga. Je commence à avoir un doute, mais je dis 10 ans, j'ai pas calculé dans ma tête, hein, je dis un truc au hasard. Début des années 2010, peut-être même plus près de 15 ans du coup maintenant. Mais ouais, attendez, c'est bizarre ça. Est-ce que, je sais plus à partir de quand j'ai été à jour en fait sur la série. Ça pourrait changer certaines choses. Mais ouais, en tout cas c'est une série que je suis depuis longtemps, ça c'est sûr. Que j'étais à jour ou pas, c'est un truc que je suis depuis longtemps. Et du coup, voir la fin de cette série, ça a été vraiment un peu comme tomber du ciel. Incroyable parce qu'en fait, Yamada-kun and the Seven Witches, l'animé, si vous voulez, n'adapte que la première partie de l'histoire, qui d'ailleurs se vaut très bien en elle-même. Je vous conseille vivement, si jamais vous voulez vous lancer dans Yamada-kun and the Seven Witches, mais que vous n'êtes pas trop emballé pour lire 28 tomes, machin,
Franchement, l'animé, qui n'adapte que la première partie de l'histoire, se suffit à lui-même. Je serais même prêt à débattre du fait que l'animé est mieux que le manga entre gros guillemets. Dans le sens plus compact, dans le sens histoire plus conventionnelle. Parce que la suite du manga, donc qui n'a pas été adapté en animé, part quand même dans des trucs assez alambiqués et assez complexes. Donc je serais prêt à débattre selon le lecteur que l'animé est plus intéressant que le manga. Mais après, croyez-moi, quand vous aurez vu l'animé, si vous aimez bien les romances, les trucs comme ça, les comédies, quand vous aurez vu l'animé, vous allez vouloir lire la suite en manga de toute façon. Donc bon, c'est un non-débat, mais je vous le dis, Yamada-kun and the Seven Witches, excellent comédie romantique avec des super pouvoirs. Bon, je vous spoil pas de quoi ça parle, mais en gros, il y a une histoire de 7 sorcières dans une école et notre protagoniste va devoir démêler un peu ce qui se passe avec cette histoire. Et voilà, donc comme j'ai dit, par contre, préparez-vous, si vous avez vu l'animé comme moi à l'époque et que vous n'avez pas encore lu de manga, préparez-vous parce que la suite du manga peut devenir très alambiqué, rajouter plein de trucs sur des trucs et tout et tout. Il peut y avoir une certaine impression de trop plein vers la fin. Du coup, c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas allé jusqu'au tome 50 ou je ne sais quoi, mais ça reste une histoire sympathique à suivre et vu qu'on est attaché au personnage, de toute façon, on veut savoir et voir ce qui va se passer. Donc, ça reste très intéressant la suite, mais j'avoue que vous pouvez arrêter à l'animé. Vous pouvez vous arrêter là où l'animé s'arrête. C'est une très bonne histoire qui se conclut en elle-même et qui est très appréciable. C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré dans la licence. Donc, Yamada-kun and the Seven Witches, vraiment une série que je porte dans mon cœur comme tombée du ciel. Et avoir fini ces deux séries le même mois, ça fait vraiment très bizarre et ça m'avait fait un petit élan de nostalgie et vraiment... J'adore ces séries. Alors, pour le tome 28 spécifiquement, qui comme je l'ai dit avait mis super longtemps à sortir, je sais pas trop pourquoi, il y avait une version collector avec ce petit fascicule qui a un chapitre en plus, je crois, une sorte d'épilogue bonus, si je dis pas de bêtises, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai enregistré cette vidéo plusieurs mois après à cause d'un problème technique. Mais, il se trouve que moi, au moment où j'ai acheté ce manga, j'avais plus trop le budget, on va dire, pour acheter des collectors, et malgré ça je me suis quand même fait ce petit plaisir, ces petites exceptions, parce que maintenant là dans l'état actuel des choses je peux vraiment plus m'acheter de collector, mais au moment où je l'ai acheté je me suis vraiment fait cette exception, ce petit plaisir, parce que c'est littéralement la collector du dernier tome d'une série que je suis depuis des années, qui m'a fait comprendre que les mangas et les animés n'étaient pas forcément intrinsèquement liés au niveau de la voix STFR et de la traduction française. Et en plus, c'est le dernier tome quoi, et dans ce fascicule il y a un chapitre bonus ou je sais pas quoi. Donc il y a vraiment de l'exclusif que j'aurais jamais pu lire si j'avais pas pris la collector. Je devais prendre la collector. C'est vraiment le genre de série qui te fait faire une exception comme ça quoi, vous voyez. Donc Yamada-kun and the Seven Witches, je vous le conseille énormément. Si vous pouvez mettre la main sur la collector directement du tome 28, peut-être que c'est encore possible. Je vous conseille de le faire parce que si vous aimez bien les comédies romantiques, tout ça, vous allez bien aimer. Donc je vous conseille d'acheter direct la collector pour avoir le petit fascicule en plus. Là, si elle est encore dispo quelque part, ça doit être encore trouvable. Donc Yamada-kun and the Seven Witches, vraiment une série que j'adore. Et comme pour tomber du ciel, c'est notre ultime fois qu'on en parle, quoi. À part s'il y a une suite un jour, je ne sais quoi. Donc j'espère vraiment que vous allez prendre mon conseil et ne pas forcément l'écouter, mais... Renseignez-vous quoi, ça coûte rien. Allez voir, même si vous pouvez aller voir, oh qu'est-ce qu'elle a fait de l'auteur, voilà, hop, ah, Couple of Cuckoos, ah bah ça a l'air bien. Voilà, donc Couple of Cuckoos, on en parle aussi dans cette émission, super cool. Donc c'est pas fini, on a encore des trucs à voir avec l'auteur. Mais Yamada-kun and the Seven Witches, c'est vraiment encore un de ces piliers nostalgiques de ma vie de fan de manga et d'anime. Qui, là, c'est... terminé devant mes yeux, parce qu'en plus vu que j'ai déjà vu l'animé, j'ai plus rien à découvrir. J'ai plus de... Enfin, il y a l'OAV crossover avec Drôle de Racaille, je crois, ou un truc comme ça. Ça, je le regarderai peut-être quand j'aurai lu Drôle de Racaille, mais... En attendant, quoi, c'est vraiment la fin d'une ère, quoi. Il y a peut-être une OAV que j'ai ratée, ou je ne sais quoi, mais... J'aurais plus vraiment de contact avec cette licence, donc... C'est un grand au revoir, et j'espère que cette vidéo encapsulera bien le fait que ces séries m'ont vraiment tenu à cœur, quoi. Bon, ensuite on va aller sur du un peu moins lourd, du un peu moins personnel. On va aller sur Danmachi Sword Oratoria, donc série très sympa dans l'univers de Danmachi, spin-off centré sur cette fille dont j'oublie tout le temps le nom. En fait je l'oublie pas, mais j'ai peur de mal le prononcer et de me tromper quand même, donc on va dire que je l'ai oublié. C'est Eyes ou un truc comme ça, mais voilà, à tous les coups je l'ai dit n'importe comment.
Donc, Danmachi Sword Oratoria, série assez intéressante, pourquoi? Parce que, bon, déjà, le dessin est super joli, hein, je l'ai déjà dit, mais il y a des plans qui sont excellents. C'est donc un spin-off de Danmachi qui se passe en parallèle, et qui suit ce personnage-là, qui est un personnage secondaire important dans Danmachi, mais qui, dans cette histoire, est l'héroïne principale. Elle et le reste de sa guilde, en tout cas. Mais le truc, c'est que, du coup, vu que c'est en parallèle de Danmachi, je commençais à m'inquiéter, en lisant ces 3 tomes, mais quand est-ce que ça va rattraper Danmachi? Parce que si vous savez pas, le manga Danmachi est terminé, mais il y a le manga Danmachi saison 2, enfin je sais plus comment ils ont appelé ça, qui est sorti il y a pas longtemps, qui a commencé il y a pas longtemps en France, mais qui au Japon a commencé depuis quelques temps déjà. Et le truc c'est qu'il tardait vraiment à sortir ce manga Danmachi saison 2, et je me demandais, mais est-ce que je vais pas finir par rattraper Danmachi et par me spoiler Danmachi via Sword Oratoria qui se passe en parallèle? Donc j'ai vérifié dans Danmachi, parce que comme vous voyez, il y a le héros de Danmachi qui vient à un moment dans l'histoire, donc il y a le croisement, quoi, il y a le moment où les parallèles se croisent. Et du coup, j'étais allé voir dans Danmachi, et il se trouve que oui, cet événement qui se croise là, eh ben, on est bel et bien vers la fin de la série Danmachi tout court. Donc, en manga, hein. Donc, ça veut dire que là, on va commencer à déborder. Alors là, l'arc qui est en cours, si je me souviens bien, il se passe vraiment loin de l'endroit où il y a Danmachi, donc ça devrait être un arc qui a pas trop d'influence. Mais de ce que j'ai compris, quoi, on va bientôt arriver dans la suite de Danmachi, quoi, en termes de chronologie. Donc, c'est vraiment problématique. Et vous pourriez me dire, bah, c'est bon maintenant, tu nous as dit que le premier tome de Danmachi saison 2, il était sorti en France. Ouais, c'est vrai, il est sorti en France. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, quand on parlait de Yamada-kun et de Seven Witches, en ce moment, niveau budget, j'ai des petits problèmes. Donc, j'essaye d'éviter de commencer des nouvelles séries. Mais du coup, c'est des espèces de suites, donc Danmachi saison 2, ou je sais plus comment ils ont appelé ça, bah, c'est des espèces de suites qui est une nouvelle série, mais en même temps est une suite. Ça me met dans une position un peu délicate où je sais pas si je peux considérer que c'est la suite et du coup faut que je l'achète, ou que c'est une nouvelle série et du coup je ferais mieux de m'arrêter là pour préserver mon budget tant que je peux. Donc, je suis dans une espèce d'entre-deux. Et je sens que je vais hésiter jusqu'à ce que je doive faire un choix, quoi. Parce que, en fait, quand les 3 premiers tomes de Danmachi saison 2 seront sortis, j'aurai un peu ce dilemme parce que moi j'ai ma technique de manga de retard et tout, qui fait que je me tolère 3 mangas de retard, 3 tomes de retard sur les séries en cours. Donc là, techniquement, je considère que Danmachi c'est une série finie et que Danmachi saison 2 c'est une autre série. Donc je ne vais pas la commencer. Mais je peux changer d'avis d'ici 3 tomes sortis. À partir de 4 tomes sortis, il n'y aura plus de retour en arrière. Mais à partir de 3 tomes sortis, je peux encore changer d'avis. Donc là, je suis dans ce dilemme parce que en même temps, ça me bloque dans Danmachi Sword Oratoria. Donc est-ce que c'est pas une bonne excuse quand même pour prendre ce risque vis-à-vis de mon budget? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, comme d'habitude avec moi, c'est des délires un peu complexes et ultra spécifiques. Hein. Ceux qui connaissent le fameux dilemme de la saison 2 dont je parle tout le temps voient de quoi je parle. Je suis dans mon délire à moi, hein, on est d'accord. Mais peut-être que vous avez une opinion là-dessus. J'ai pas très bien expliqué à mon avis. Si vous voulez qu'on en discute dans les commentaires, pourquoi pas. On verra bien. En tout cas, voilà. Je suis un peu dans ce dilemme. C'est le truc qui ressort principalement de ma lecture de Danmachi Sword Oratoria parce que le reste c'est de l'histoire, quoi. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe, surtout que il y a des trucs assez spécifiques à cette série là. J'ai l'impression que c'est un arc vraiment Sword Oratoria en ce moment, donc pas trop lié à Danmachi tout court. Donc il y a vraiment de la surprise à avoir et des trucs à découvrir. Je vous laisse découvrir ça. Voilà, je vous ai présenté ça sous l'angle de mon petit dilemme personnel. Ensuite, on va s'intéresser au tome 10 et 11 de Rent a Girlfriend. Alors Rent a Girlfriend, c'est une série assez intéressante parce que, comme vous le savez si vous avez suivi les vidéos depuis que j'ai commencé la série, c'est une série sur laquelle j'avais pas mal de réserves au début. Je l'avais commencé en fait parce que Noévé Graphics avec leur système de cartes m'avait vraiment attrapé, ils avaient vraiment agrippé mon côté collectionneur. Et je me suis dit, bah autant commencer quelques séries de Noévé Graphics. J'ai commencé Rent a Girlfriend parce que c'est une comédie romantique et que c'est le genre de série que j'aime bien. En plus de ce que j'avais vu sur Twitter passer et tout, j'avais l'impression que Rent a Girlfriend c'était un peu le Nisekoi moderne, vous voyez. Enfin, c'était plutôt We Never Learn le Nisekoi moderne, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était un peu, il y avait ce côté, ah toi tu tiens pour quel waifu, ah là là j'espère que c'est elle qui va finir avec le héros, machin. Voilà, ce côté un peu, tu choisis qui entre Shitoge et Kosaki. Vous voyez, il y avait un peu ce délire là. Donc, moi j'ai commencé.
en ayant des réserves, parce que le concept même de Rent a Girlfriend, c'est dans le titre, c'est genre loue une petite amie, enfin voilà. Donc c'était très propice à beaucoup de dramas amoureux ou de romances un peu faussées, enfin j'aime pas moi les trucs comme ça, j'aime pas quand ça tourne feuilleton, je préfère quand c'est vraiment bon enfant, vous voyez, même quand c'est des harems ou des trucs comme ça, où tu sais pas qui est amoureux de qui, machin, je préfère que ce soit bon enfant, amusant. Et là j'avais peur que ça vire un peu trop au sérieux, au drama, au soap opéra quoi. Et il s'est avéré que plus ça avance vraiment, plus je trouve que ce doute-là s'estompe totalement. Là, je pense que c'est vraiment une bonne comédie romantique comme je les aime, et j'ai plus trop de doutes vis-à-vis de la série. Mais il y a ce truc, depuis quelques temps, sur Twitter, les trucs comme ça, je vois toujours passer des commentaires un peu sarcastiques, un peu dédaigneux, vis-à-vis de l'auteur de Rent a Girlfriend, sans savoir pourquoi. Vous voyez, il y a des trucs du genre en même temps avec cet auteur-là, machin, et je sais pas de quoi il est question en fait. Je sais pas c'est quoi le drama, c'est quoi l'histoire. Et j'ai fait un peu exprès de m'en préserver parce que je me dis que ça contient peut-être des spoils pour Rent a Girlfriend. Mais il se trouve que sans que je le veuille vraiment, la réponse, je crois, c'est imposée à moi. Donc je vais vous dire de quoi il en retourne, mais je vous invite à passer au manga suivant si comme moi vous êtes vraiment ultra tintillant du spoil, parce que ça ne spoil pas techniquement, mais ça peut révéler des indices sur la direction que la série va prendre. Donc je compte jusqu'à 3 si vous voulez passer au manga suivant. J'espère que ce sera bien le manga suivant, je ne sais pas encore lequel c'est vu que je l'ai fait au hasard. Mais voilà, donc 3, 2, 1, spoiler possible. Donc le truc que j'ai découvert, c'est qu'apparemment, ce qui gêne les gens avec Rent a Girlfriend, c'est que l'auteur, parce qu'au Japon la série est beaucoup plus avancée, hein, l'auteur ferait en sorte que l'héroïne ne commite pas à sa romance, quoi, ne soit pas vraiment dans la romance, parce que il en est amoureux, ou un délire comme ça. C'est ce qu'on m'a dit, c'est genre son personnage c'est vraiment sa waifu, du coup il veut pas qu'elle finisse avec le héros, ou un délire comme ça. Donc encore une fois, moi je ne suis qu'au tome 11 de la série, hein, comme vous pouvez le voir là, donc je ne sais pas ce que ça implique concrètement. Peut-être vraiment qu'à la fin de la série je vais être dégoûté parce que l'héroïne elle finit pas avec le héros, c'est peut-être ça le truc. Ou peut-être que c'est juste que il fait traîner en longueur super longtemps parce qu'il veut pas que l'héroïne elle finisse casée, ou peut-être que c'est une fin un peu nébuleuse parce qu'il voulait que ce soit pas clair, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, apparemment ce serait ça le problème avec l'auteur. Si c'est ça, bah maintenant je le sais, donc voilà, un peu dommage parce que du coup je m'attends à certaines choses vis-à-vis de la suite de la série, hein. Je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de vraie conclusion à la romance ou que ça traîne en longueur, ce qui est un peu dommage parce que ça va un peu déformer ma perception de la série. J'aurais bien aimé ne pas le savoir et le découvrir à la fin, que c'est ça que les gens reprochaient, vous voyez, pour avoir un avis pas neutre mais qui soit ma propre subjectivité, quoi, sans trop être influencé. Toujours est-il que maintenant que je le sais, bon moi je peux pas l'effacer de ma mémoire, et vous le savez aussi, du coup vu que vous êtes resté malgré le risque de spoil, du coup je suis curieux de voir comment ça va évoluer et ce qui va se passer. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant le déroulé me plaît plutôt bien. Alors il y a ce personnage là qui n'est toujours pas sympathique, j'attends encore sa backstory triste, hein. J'attends sa backstory triste, parce que c'est sûr qu'ils vont nous la rendre sympathique à un moment. Sinon elle serait pas encore dans l'histoire, parce que vraiment au début c'est pas un personnage qu'on aime bien, c'est un personnage qui est assez cruel on va dire avec le protagoniste, même s'il est pas hors de tout reproche, hein, de ce qu'on sait. Mais voilà, j'attends toujours qu'il nous la rende sympathique. Je sens à un moment il faut qu'il y ait un drama, il faut qu'il y ait une backstory triste, il faut qu'il y ait un truc pour nous la rendre sympathique. Donc j'attends. Ça se trouve elle va jamais être sympathique et ce sera juste un boulet tout le long du manga, mais moi je pense qu'il y a un moment où ils vont nous faire une petite backstory triste, c'est ce que j'attends pour l'instant dans le court terme. Donc voilà, et puis pour le long terme on va bien voir comment ça se développe. Donc ensuite on va pouvoir poursuivre avec quelque chose que je pense vous connaissez, mais peut-être pas sous ce format là, le manga Your Name. Hop. Donc c'est pas un anime comics, hein, c'est vraiment un manga dessiné, en noir et blanc, et c'est en gros l'adaptation tout bête du film. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que le film, moi je vous avoue, c'est typiquement le genre de film que j'aurais tendance à trouver un peu surestimé. Enfin en tout cas j'aurais un a priori qu'il est surestimé. Pourquoi? Parce que bah, à l'origine, quand je l'ai pas vu, mais que je vois tout le monde dire que c'est le meilleur film de l'univers, forcément j'ai ce réflexe de ils n'ont pas de recul. Parce que c'est logique, si quelqu'un te dit de manière dithyrambique que ce truc est le meilleur truc de l'univers, machin, alors que ça vient de sortir, ton réflexe c'est de te dire cette personne n'a pas de recul, cette personne
dit des trucs qui lui passent par la tête. Et c'est pas forcément faux comme réflexion après tout. Mais le truc c'est que faut être conscient, et c'est là qui est l'important, que ce n'est qu'un a priori. Même de mon côté, vous voyez, c'est il y a quelqu'un qui a dit un truc de manière hyperbolesque, du coup ça me fait un a priori négatif entre gros guillemets. Mais faut pas s'enlever de la tête que c'est un a priori, au même titre que le truc hyperbolesque que la personne dit est une exagération, souvent. Après c'est peut-être sincèrement son ressenti, mais généralement quand t'entends quelqu'un dire qu'un truc est le meilleur de l'univers, 2 semaines après il dit que c'est autre chose. Donc voilà, c'était la petite réflexion. Tout ça pour dire que voilà, le film je le sous-estimais entre guillemets, parce que tout le monde le surestimait. Vous voyez la réflexion un peu? Et du coup quand je l'ai enfin vu, j'ai enfin eu la possibilité de le voir sur Netflix, j'ai enfin pu me faire un vrai avis, donc plus cet a priori que j'avais, un véritable avis made in moi-même qui avait un sens. Et j'ai trouvé que le film était super sympa, j'ai beaucoup aimé le film, il était très bien. Encore une fois, je dirais pas que c'était le meilleur film de l'univers, mais c'était un film qui était vraiment très bien fait et que j'ai beaucoup aimé, surtout la fameuse scène, je pense que vous savez de laquelle je parle, je ne vais pas la nommer, je pense que tout le monde a la même, ok, la scène du film qui est trop... Oh là là, la meilleure scène de tout le film, je pense que vous savez, je vais même pas faire... Allez, ici un indice chez vous, voilà, c'était un indice. Si vous savez pas, ne cherchez pas plus, lisez le manga ou encore mieux, regardez le film parce que je crois que c'est le support d'origine. Je crois qu'il y a un roman aussi, mais je ne l'ai pas lu. Du coup voilà, Your Name, c'est un film qui a su me transporter malgré ce léger a priori négatif. Vous en faites pas, encore une fois, j'aime bien le préciser, mais c'est pour être clair. Je suis pas du genre à détester une œuvre, moi, hein, même, encore moins quand je l'ai pas vue. Donc c'était pas un a priori très fort, c'était un a priori, mais en arrière-plan, vous voyez, c'est avant que je le voie, si vous m'aviez parlé de Your Name, j'aurais un petit peu roulé des yeux, quoi. J'aurais fait, ouais, peut-être, je sais pas. Alors que voilà, là, une fois que je l'ai vu, forcément, cet a priori qui existait a été totalement écrasé par la qualité du film. J'aime beaucoup ce film. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un manga et qu'il faisait que 3 tomes, et en plus à l'époque je pouvais me le permettre, et ben du coup je me suis permis d'acheter cette petite série en 3 tomes, très sympathique, qui adapte le film. Donc voilà, il n'y a pas de grand changement majeur de mémoire, encore une fois je l'ai lu il y a quelques mois, mais il me semble qu'il n'y a pas de changement majeur sur l'histoire. Et la scène dont je vous parlais tout à l'heure marche toujours très bien, même en manga. Vraiment super film, et bon exemple du fait que parfois les trucs surestimés au moment de leur sortie sont quand même bien. Vous voyez, c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment des nuances. Le truc peut être surestimé, mais en même temps bien, mais en même temps machin et trucs. C'est très compliqué parfois de s'y retrouver dans les avis des autres, ses propres avis, ses a priori, les a priori des autres, machin, tout se mélange, tout s'entremêle. Voilà, du moment qu'on est conscient que la seule véritable source d'avis qui devrait nous apporter, c'est notre avis personnel, mais un avis documenté, un avis qui sort de quelque part, donc un avis qui sort d'avoir vu le film, d'avoir lu le manga, d'avoir, voilà, c'est, voilà, votre avis est le seul qui compte vraiment pour vous, donc n'essayez pas de l'imposer aux autres par contre. Ouais, il y a toute cette notion à prendre en compte. Moi c'est quelque chose qui je pense, je fais très bien au quotidien. Je m'amuserais rarement à débattre des avis en fait, parce que c'est un truc que j'ai remarqué assez vite, n'a pas de sens, parce que si ton avis est réel et sincère, généralement tu vas pas vouloir changer d'avis. Voilà, on peut débattre de faits, on peut débattre de trucs factuels, mais débattre sur des préférences, ça n'a pas trop de sens, hein, les goûts et les couleurs, tout ça. Il y a des gens qui s'en moquent un peu quand on sort cet argument-là, mais c'est factuellement vrai. On n'est pas sur un truc tangible, on n'est pas sur une formule mathématique, on ne peut pas définir si tel truc est bien ou mal. C'est une œuvre, donc on peut juste avoir un avis dessus, et je vous donnerai le conseil d'avoir un avis le plus éclairé possible, et le plus possible basé sur votre expérience personnelle, et pas sur des trucs qu'on vous a dit, des reviews que vous avez lus, ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est parti sur un débat un peu parallèle, mais en même temps c'est juste une adaptation du film, et j'ai pas envie de vous spoiler le film. Donc si vous n'avez pas lu, c'est une bonne relecture du film. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille le film parce qu'il est très sympathique. Voilà, même si comme moi vous êtes un peu hermétique aux avis dithyrambiques sur quelque chose que vous n'avez pas lu ou pas vu, voilà, là c'est un conseil plus posé et plus terre à terre. Your Name, c'est très sympathique, je trouve, comme film.
Et le truc suivant, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais c'est encore Your Name. Et oui, c'est Your Name Another Side Earthbound. Donc c'est un spin-off de Your Name. Alors on pourrait s'attendre avec ce titre Another Side Earthbound, on pourrait s'attendre à ce que ce soit Your Name mais du point de vue de la fille. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une sorte de Your Name Side Stories, quoi. C'est des petites histoires bonus autour des personnages à différents moments du film. Voilà. Et notamment, alors là, peut-être que vous n'entendant que c'était juste des side stories, vous vous avez dit, ouais, c'est un peu accessoire, c'est vraiment genre, si tu veux savoir ce que eux ils ont fait pendant tel moment, il y a un peu de ça, c'est vrai, mais il y a aussi un côté lore qui était très inattendu. Je m'y attendais pas, surtout dans le deuxième tome, je crois. Il y a vraiment un côté lore qui se développe, c'est-à-dire que tout le côté un peu surnaturel du film Your Name, si vous vous demandiez des trucs dessus, si vous vouliez savoir des précisions sur comment ça marche, c'est quoi le délire, d'où ça vient, pourquoi il y a une histoire de... Je vais pas préciser pour ceux qui n'ont pas vu le film. Voilà, pourquoi il y a du surnaturel un peu. Eh ben, on développe un peu ça dans Your Name and Other Side Earthbound. Il y a vraiment un délire où on nous présente un peu le background de certains éléments un peu mystérieux de l'univers de Your Name. Et ça, je m'y attendais pas, et ça a été une bonne surprise, parce que vraiment, ça commence comme Your Name Side Stories, quoi. Ça commence comme Your Name, les histoires de bidule et machin quand ils sont à la campagne, quoi, vraiment. Hein. Et pourtant, ça avance et ça fait réfléchir, quoi. Il y a un peu de lore, il y a un peu de... Voilà, donc c'est une vraie extension de l'univers de Your Name. Si vous êtes inconditionnel du film, c'est un truc à côté duquel faut pas passer, parce que ça donne des indices de lore. Je sais pas si les romans, par exemple, donnent des indices de lore aussi, qui ne sont pas dans les films ou pas dans le manga. En tout cas, ça, à ma connaissance, c'est la source annexe de lore la plus grande après le film d'origine. Donc, vraiment, pour moi, si vous êtes fan du film Your Name et que vous devez vous acheter un seul truc annexe, pour moi, c'est l'incontournable. Parce que ça présente vraiment des choses originales et qui ne sont pas dites dans les films. Ou seulement sous-entendues, en tout cas. Donc, vraiment, bonne surprise pour le coup, très bonne surprise. Et... pour être honnête, si vous avez vu le film, c'est ça pour moi, je pense que c'est 1000 fois plus important à lire que l'adaptation. Parce que l'adaptation c'est la même histoire. Alors que là, il y a vraiment de l'inédit et des petits chips de l'or. Alors ensuite, on est sur Orimiya. Donc Orimiya, c'est une petite série de romances plutôt sympathique. Le truc, c'est que je l'avais acheté, donc il y a les 2 premiers tomes, je les avais achetés dans un pack, vous voyez le genre de pack plastifié où c'est 2 tomes pour le prix d'un. Et je l'avais acheté, je me souviens, vraiment juste parce que c'était en pack et que c'était une bonne affaire, quoi. J'avais pas spécialement l'envie de la lire, cette série. C'était un moment où vraiment j'ai acheté tous les... Je suis arrivé dans le rayon, je pouvais me le permettre, je me suis dit, tu sais quoi, j'achète tous les packs, 2 tomes pour le prix d'un. Ça me fera des découvertes sympathiques, ça me fera des trucs qui changent un peu. Et voilà, le seul que j'avais pas pris, c'était... la suite de Seven Deadly Sins, parce que j'ai pas lu tout Seven Deadly Sins, j'ai lu que les 3 premiers tomes il me semble. Donc voilà, à part ça j'avais pris tous les trucs dans le rayon que j'avais pas, où il y avait 2 tomes pour le prix d'un, dont Orimiya. Sauf que du coup dans ma pile de lecture, il se retrouvait généralement tout en bas de ces packs 2 tomes pour le prix d'un. Et du coup j'ai mis assez longtemps à le lire. Pourquoi? Parce que en gros, moi qui aime bien les romances pourtant si vous suivez ces vidéos, mais en fait... j'avais le sentiment que c'était peut-être pas une romance pour moi. Je sais pas trop comment expliquer, mais le fait qu'il y ait un couple différent sur chaque jaquette, la façon dont c'était présenté, etc., me laissait penser que c'était peut-être une sorte de romance un peu chorale, où peut-être il y a un moment il va y avoir du drama et des trucs qui s'entremêlent. Je sais pas, j'avais pas trop un bon feeling. Je le sentais pas trop. Je me disais, ça a l'air d'être une romance, mais ça a l'air d'être une romance pas trop dans mon style. Et finalement, j'ai lu les 2 premiers tomes. Très sympa. Très cool, Orimiya. Alors c'est pas là le truc du siècle, c'est pas pile dans ma niche de ce que j'adore, mais c'est très bien à suivre et c'est très sympathique. Franchement, je serais pas contre lire la suite. C'est une petite histoire, alors en gros, alors dans les grandes lignes, hein, parce que je l'ai lu il y a quelques mois, comme je vous l'ai dit, il y a eu des retards à cause de problèmes techniques, mais pour faire simple et pour un peu résumer à ma sauce, c'est... une fille populaire de la classe et un gars un peu en mode réservé dans son coin, quoi, qui parle pas trop aux autres, qui s'avèrent en fait être tous les deux un peu différents de ce qu'ils sont en classe une fois à l'extérieur. Elle s'occupe de son petit frère et tout, et elle est pas trop à la mode, quoi, elle s'habille normalement, et lui il est un peu en mode punk avec des piercings et des tatouages, quoi. Du coup il
finissent tous les deux par découvrir leurs secrets respectifs, on va dire, et par se rapprocher grâce à ça. Et du coup, bah, c'est tout simplement une petite romance entre les deux. J'avais peur qu'on s'éparpille en voyant qu'il y a des couples différents sur chaque couverture. J'avais peur qu'on s'éparpille sur plein d'autres couples et qu'à un moment il y a des dramas entre les couples ou des trucs comme ça. Pour l'instant, ça s'installe très simplement, c'est très cool, c'est une bonne petite romance, je suis plutôt dedans là. Donc je vous invite à tester aussi si vous aviez des petites réticences comme moi. C'est un manga qui vaut le coup. C'est une petite romance sympathique, je comprends, je crois que ça a eu pas mal de succès, je comprends. J'ai saisi, c'est bon, je suis un peu dedans maintenant. Donc à l'occasion, si je pouvais, j'aimerais bien continuer, mais bon, c'est loin d'être dans mes priorités. Même si j'avais eu le bon budget, ça aurait été loin d'être dans mes priorités, parce qu'il y a des tonnes de mangas qui attisent mon intérêt. Mais, vraiment, bonne surprise. Horimiya, s'il y a des fans d'Horimiya, je vous comprends, maintenant. Maintenant, je vous comprends. Ah, alors la série, là, c'est plutôt intéressant. C'est Usagi Yojimbo par Stan Sakai. Alors, qu'est-ce que c'est Usagi Yojimbo? C'est... débattablement un manga en fait, à vrai dire. C'est dans cette espèce d'entre-deux où on sait pas trop ce que c'est parce que c'est un comics en noir et blanc qui est sorti aux États-Unis, mais par un auteur japonais, et ça reste en noir et blanc quoi, donc du coup quand c'est au format poche comme là, bah ça ressemble vraiment beaucoup à un manga quoi. Donc on est dans cet un peu entre-deux où on sait pas trop comment le classifier, c'est un peu comme le tome de Scott Pilgrim, que je ne vous avais pas présenté en vidéo dans ces lectures du mois, mais que je vous avais montré quand je vous avais montré ma collection au tout début de la chaîne. Donc, ouais, Usagi Yojimbo, c'est un peu dans cet entre-deux où on sait pas trop si c'est un comics ou un manga. Techniquement, c'est un comics, mais en même temps, là, tu le mets en format manga, bah, ça devient un manga. En plus, c'est un auteur japonais, quoi, donc il n'y a pas trop de débat. Enfin, c'est vraiment dans cet entre-deux, et du coup, je me permets de le compter dans les mangas. Il n'y a pas de... Pour moi, il y a... Voilà, moi sur les mangas je suis très libre, hein. Il y a des mangas français dans ma collection, il y a des mangas coréens, il y a des mangas états-uniens du coup. Voilà, je suis pour les animés je suis un peu plus tatillon. Pour la définition de manga je suis assez libre. Du moment que c'est au format manga et que ça rentre dans ma bibliothèque, ou au contraire que c'est un manga pas au format manga, tant pis je le mettrai plus haut dans ma bibliothèque où il y a plus de place. Voilà, c'est je suis pas très regardant là-dessus. Alors du coup, vous voyez que là, les 3 tomes sont à 3 €, ce qui était une super affaire parce que j'avais longtemps voulu découvrir Usagi Yojimbo. J'ai vu la fameuse série Netflix dont il est question sur l'étiquette, sauf que la série Netflix, c'est pas l'adaptation de Usagi Yojimbo, c'est une sorte de suite qui se passe genre 100 ans dans le futur ou je sais pas quoi, vous voyez. C'est genre le descendant de Usagi Yojimbo qui fait des trucs avec sa bande. C'est sympa la série Netflix, hein, j'ai bien aimé, mais c'est ça passe le temps quoi, c'est pas si génial que ça. Et comme j'ai dit, ça me parle pas de Usagi Yojimbo, ça parle de son descendant. Enfin, il s'appelle pas Usagi Yojimbo, il s'appelle Miyamoto Usagi, mais vous avez compris le délire. Donc, Usagi Yojimbo, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un lapin samouraï dans un monde d'animaux anthropomorphiques samouraïs. Et voilà, c'est le Japon féodal, quoi. C'est très sympa. Il y a cette espèce de, comme j'ai dit, de mixité entre le comics et le manga, parce que c'est un auteur japonais, donc il a dû grandir avec les mangas, mais en même temps, il fait un comics. Et il y a aussi, avec cette histoire d'animaux anthropomorphiques un peu caricaturaux et tout, il y a aussi un petit feeling BD franco-belge, je trouve. Donc c'est un peu un mix des univers. Ça doit être l'œuvre la plus difficile à situer au niveau des influences, je pense. Parce que vraiment, il y a, comme je vous l'ai dit, ce mix de manga avec le noir et blanc et la façon japonaise un peu de raconter les histoires, et puis bien sûr l'ambiance japonaise vu que c'est dans une espèce de Japon féodal, mélangé à tout ce qui est comics et la façon dont c'est fait, qui sur pas mal d'aspects ressemble plus à un comics au final, et je suppose que quand c'était au grand format c'était vraiment un comics le truc. Et comme je vous l'ai dit, au final, t'as cette espèce de mix qui fait un peu penser à une BD franco-belge avec ces animaux anthropomorphiques un peu caricaturaux qui interagissent entre eux. Vraiment, c'est l'entre-deux parfait, l'entre-trois même du coup. C'est une œuvre très particulière et c'est un vrai vent de fraîcheur à lire en fait. C'est très sympa. Alors c'est pas sympa au même titre que les œuvres qui te transportent pour leur côté immersif par exemple. Là, c'est pas si immersif que ça. C'est plutôt que c'est immersif normal, mais dans un univers qui a vraiment sa patte quoi. Surtout quand comme moi t'es habitué à lire les mangas. Après, je dis pas, peut-être que quand t'es habitué à lire des comics un peu indés, un peu spéciaux comme ça, peut-être que c'est pas si dépaysant que ça. Mais moi qui suis habitué à lire des mangas, là, j'ai vraiment trouvé une patte très sympa.
Encore une fois, un truc où je serais pas contre lire la suite, mais bon, forcément, les tomes 4 et suivants, ils sont pas à 3 € quoi. Et voilà, j'étais surpris de voir cette série spawner à 3 € dans la librairie où je vais. Et très content. D'ailleurs, je me suis renseigné un peu parce que j'en avais jamais entendu parler de cet éditeur Paquet. Je me suis dit que c'était peut-être un éditeur de comics qui avait fait du format poche pour capitaliser sur le manga. Et j'ai cru comprendre que c'est un éditeur suisse. Ça explique peut-être pourquoi j'en avais jamais vu en France. En tout cas, 3 € c'est vraiment un bon plan. Si vous voulez découvrir Usagi Yojimbo, je vous conseille. Alors, moi, comme beaucoup, hein, comme la majorité des gens, je pense, j'ai connu Usagi Yojimbo grâce aux Tortues Ninja. Voilà. Si vous saviez pas, Usagi Yojimbo, il fait des crossovers avec les Tortues Ninja absolument à chaque fois. Je crois qu'il n'y a pas une série Tortues Ninja où il n'y a pas Usagi Yojimbo qui vient faire un caméo. Il a même des jouets de lui dans des gammes de jouets Tortues Ninja, tellement il est lié aux Tortues Ninja. Genre Stan Sakai, il doit être méga pote avec les créateurs des Tortues Ninja à mon avis, hein. Parce que vraiment, il apparaît à chaque fois. Donc voilà, si vous le connaissez et que vous saviez pas trop d'où, c'est là, c'est les Tortues Ninja, vous l'avez vu dans les Tortues Ninja. Tout le monde l'a vu dans les Tortues Ninja. Ou maintenant dans la série Netflix, à la limite. Voilà, et du coup je suis super content d'avoir enfin pu mettre un pied dans l'univers de ce personnage, même si j'avais déjà fait grâce à la série Netflix, mais je savais que c'était pas vraiment, c'était la suite un peu bizarre du futur, machin. Voilà, je suis très content d'avoir pu lire l'œuvre originale qui se tient encore aujourd'hui. Et ça, c'est un bel exploit, mine de rien, et c'est plutôt cool. Bon, ensuite, c'est Blue Spring Ride, tome 1. Donc, vous l'avez vu, il est à 3 €, c'est marqué en gros dessus. C'est basiquement pour ça que je l'ai pris, hein. C'est une romance qui... Ça a l'air d'être une romance très shoujo à la jaquette. Donc, forcément, c'est pas spécialement mon délire, mais... Moi, je suis toujours prêt à découvrir ce genre de choses et je pouvais me le permettre de gaspiller, entre gros guillemets, dans le pire des cas, hein, 3 € à ce moment-là. Donc, je me suis dit, autant, enfin voilà, les 3 € valent la découverte en ce qui me concerne. Donc, c'était pile ce qu'il faut, je prends et je découvre. Au final, sympathique, voilà, c'est pas... ça se lit quoi, c'est pas dans ma niche, donc forcément c'est moins... je vais être moins grandiloquent dans les compliments que si c'était un truc vraiment dans mon délire, mais... J'ai bien aimé, enfin c'était sympathique, c'était une bonne découverte. C'est l'histoire basiquement d'une fille qui était amoureuse d'un gars et ils se retrouvent des années plus tard et le gars a changé quoi. En gros c'est ça le délire. Plus ou moins, hein, c'est un résumé. Mais voilà, sans spoiler, après c'est que le tome 1, donc forcément j'ai pas une vision très globale de l'intrigue. Je me doute qu'à un moment il va y avoir d'autres prétendants, peut-être qui vont arriver, qui vont faire du drama, machin. Ce qui ça pourrait moins me plaire, c'est un peu un des trucs dont j'ai peur souvent quand je lis une romance shoujo, c'est que ça parte en drama, en feuilleton, en soap opéra. C'est pas exclusif aux shoujo, mais c'est un truc qu'on retrouve plus facilement dans les shoujo, vous voyez. J'ai l'impression que les shonen ont compris, les romances shonen depuis longtemps, que fallait que ce soit feel good, fallait que tout le monde ait l'air de s'amuser et que même quand c'est triste à la fin parce qu'il faut bien que le gars il choisisse une waifu, il y a quand même cette camaraderie, cette amitié qui s'est forgée entre les persos féminins qui fait que tout le monde l'accepte et tout le monde est de bonne volonté quoi. Donc, voilà, c'est ça que j'ai un peu peur souvent quand je dis des romans shoujo, j'ai peur que ça vire au soap opéra parce que ils n'ont pas la même grille de lecture forcément au niveau des romances. Mais là, c'est pour l'instant, ce tome 1 plutôt sympathique, petite série sympa. Si vous aimez les romances shoujo, je pense pas qu'elle soit pire qu'une autre. Et il y a même des petits trucs qui sont sympas. Donc, pas trop mon délire a priori, mais découverte sympa, je regrette pas mes 3 €. Alors ensuite, on a My Hero Academia Team Up Mission, qui est, donc le tome 4, hein, qui est le spin-off de My Hero Academia, qui est le seul d'ailleurs qui reste, je crois, en ce moment. Je crois que c'est le seul qui est encore publié de spin-off de My Hero Academia. C'est un manga que je trouve sympa sans plus. En fait, il a eu ses petits moments de grâce, ce manga, il y a 2-3 chapitres qui sont vraiment sympas. Mais globalement, vu que c'est pas canon, ou en tout cas toutes les histoires ne peuvent pas être canon, bah du coup, ça n'a pas grand intérêt si ce n'est voir un peu nos personnages préférés interagir entre eux. Donc, à part si vous êtes un énorme fan de My Hero Academia, je crois que c'est le moins bon des spin-offs, je trouve. Parce qu'il y a Vigilante qui est excellent, il y a des moments où j'ai trouvé que ça surpassait l'œuvre originale. Il y a Smash qui au début casse pas trois pattes à un canard, mais plus tu t'investis dedans, plus ça devient rigolo je trouve. Et donc il y a Team Up Mission, si j'en oublie pas, qui lui est le plus banal du lot. Et en même temps c'est plus consensuel, j'ai envie de dire. Si vous voulez du spin-off My Hero Academia, c'est le truc le plus proche que vous aurez de l'idée que vous vous en faites, vous voyez. C'est vraiment les petites side stories amusantes pas canon de My Hero Academia. Voilà, contrairement à Smash qui est un truc un peu dans son propre délire, et Vigilante qui est vraiment une autre histoire dans le même univers. Donc, en vrai, pour moi c'est le plus banal et le moins... celui qui sort le moins du lot.
Si ce que vous voulez c'est vraiment du My Hero Academia bonus quoi, c'est le plus près de vos attentes en réalité. Donc ça dépend ce que vous cherchez. Moi personnellement je le lis sans me plaindre, mais c'est pas celui qui me fait vibrer le plus quoi. C'est pas... Voilà. Il reste sympathique par moment, il y a vraiment des chapitres sympas, je le répète, mais ça reste My Hero Academia bonus quoi dans l'idée. Voilà. Et c'est pas canon. A priori. Normalement c'est pas canon. Si quelqu'un vous dit que c'est canon, c'est qu'il y a une incohérence quelque part. Hein. Alors ensuite on est à Chainsaw Man tome 14. Alors Chainsaw Man, je pense que c'est une série en fait qui a plus rien à prouver si vous voulez. La première partie de Chainsaw Man était tellement bien que en fait la deuxième partie on n'est que dans l'attente qu'il se passe un truc génial. Et chaque tome, il se passe pas nécessairement un truc incroyable, mais c'est suffisamment intéressant et intriguant et ça place suffisamment de pions super malins pour qu'on se dise ah ouais, ça va pas décevoir. Ça va. Ils vont faire comme la première partie. Enfin, il va faire. Il y a qu'un seul gars, je sais pas pourquoi je parle au pluriel. Enfin, je suppose qu'il a des éditeurs, des trucs comme ça qui l'aident, mais et des assistants. Mais voilà, Chainsaw Man. Je le sais que ça va être bien la suite. Je le sais. Et à chaque fois que je vois les petits pions qui placent et les trucs comme ça, les relations qu'il met en place, je peux pas m'empêcher de me dire l'histoire elle devient intéressante là. Alors qu'elle était déjà intéressante. En fait, ça devient intéressant sur de l'intéressant. Je me demande à chaque fois ce qui va se passer et je suis vraiment dans l'attente de la suite. C'est une série qui a réussi à m'attraper mais tellement. Alors que comme pour tout à l'heure on disait avec Your Name, c'est une série qui n'avait pas gagné mon affection dès le début. Hein. Chainsaw Man c'est un peu ce syndrome Your Name dont on a parlé plus tôt. C'est-à-dire que tout le monde dit que c'est génial. Moi j'ai pas lu donc j'en sais rien. Mais vu que les gens arrêtent pas de le bassiner, ça a l'air d'être un peu mindless, quoi, comme claim, comme déclaration. Et du coup, je me retrouve à avoir un léger a priori négatif. Sauf qu'un jour, je le lis parce que le premier tome est en promo ou je sais plus quoi. Et du coup, je me rends compte que c'est peut-être pas si mal en fait. C'est peut-être vraiment bien en fait. C'est peut-être vraiment bien en fait. C'est vraiment bien. Je l'ai dit assez que c'était vraiment bien. Voilà, bon excusez-moi, là je pars un peu dans mes délires, en même temps je tourne depuis un certain temps, donc plus je tourne depuis un certain temps, plus je laisse mon cerveau parler tout seul. Chainsaw Man vraiment cool et très pressé de voir la suite quoi, je vais pas tergiverser, c'est pas très productif, je vais juste vous le conseiller si vous avez pas encore sauté le pas. Vraiment Chainsaw Man ça vaut le coup quoi, c'est une petite série qui sait comment te mettre du suspense en fait. Enfin, c'est même pas ça, c'est qu'en fait elle s'est tellement bien vendue au début. Elle a tellement su modifier son statu quo à des vitesses auxquelles on ne s'attendait pas, que tout est possible en fait dans Chainsaw Man. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le tome 15, au moment où je vous parle il est déjà sorti, il est déjà dans mes piles de lecture. Je ne sais pas ce qui va s'y passer, mais je suis pressé de le savoir. Alors, quitte à rester dans les séries populaires après Chainsaw Man, One Piece. Alors One Piece, pour ceux qui ne savent pas, je le répète, dans cette émission j'ai l'espèce de tradition de ne rien dire sur l'histoire. Parce que je ne veux vraiment rien spoiler pour le coup. Vous voyez, si je vous spoil sans faire exprès un truc de... je veux dire un petit détail de Danmachi Sword Oratoria, vous allez pas m'en vouloir. Voilà, par exemple, je vous ai dit que l'arc en cours en ce moment, c'était probablement un arc qui avait pas trop de rapport avec Danmachi tout court. Ça c'est bon. Pour beaucoup de gens, c'est pas un spoil. Pour moi, ça rentre dans le micro-spoil, quoi. Je pense que personne ne m'en veut. Personne ne se dit « Oh non, non, il m'a révélé un petit détail vaguement vague sur la suite de Danmachi Sword Oratoria. » Non, personne ne s'est dit ça. Par contre... si je vous dis ce qui se passe dans le dernier tome de One Piece sans faire exprès, là je pense que je vais gâcher plusieurs semaines. Je vais gâcher plusieurs journées. Donc, voilà, j'évite le plus possible de parler de l'histoire. Je vais simplement vous dire qu'on entre dans un nouvel arc dans ce tome. Donc très intéressant. Et on en apprend beaucoup plus sur les évolutions du monde extérieur pendant l'arc qui vient de se conclure. Parce que voilà, pendant que Luffy fait ses trucs, le monde il continue d'avancer. Et voilà, il se passe tout un tas de trucs. Je vous donne pas de détails ou quoi que ce soit, hein, bien entendu. Et donc du coup, ce tome de One Piece c'est un vrai plaisir parce qu'on a revu des personnages et tout, je vous dis pas lesquels encore une fois, on a revu des trucs que je m'attendais pas à revoir, enfin que j'avais pas vu depuis longtemps, on a vu des évolutions majeures qui sont teasées depuis super longtemps, on a de la nouveauté mais de la vraie grosse nouveauté qui peut changer beaucoup de statu quo de ce qu'on pensait sur l'univers de One Piece, ou en tout cas sur certains personnages de l'univers de One Piece, et quelque chose me dit que c'est pas fini. Donc voilà, vraiment, tome 105, début d'un nouvel arc, début d'une nouvelle ère, il se passe des trucs de malade et on découvre enfin des trucs qui nous sont teasés depuis super longtemps. Voilà, je suis presque un peu frustré de ne pas pouvoir rentrer dans les détails là, mais riche en nouveautés, riche en évolution ce tome. Donc vraiment un super bon tome. Alors moi j'ai la version brillante là.
C'est un truc qu'ils font maintenant à la sortie de chaque tome. Premier tirage, c'est avec la version brillante. Ils avaient déjà fait des versions brillantes gratuites pour l'anniversaire de je sais plus combien d'années de One Piece. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, c'est marrant, des fois sur internet, tu vois des gens qui pensent que c'est un collector méga rare qui coûtait de l'argent, alors qu'en fait, les jaquettes brillantes d'anniversaire de One Piece, elles étaient au même prix. Hein. C'est pareil que maintenant avec les jaquettes premier tirage. C'était des jaquettes gratos. Enfin, elles étaient brillantes gratos, les jaquettes. C'était juste pour l'anniversaire. Et là, c'est pareil. Là, les jaquettes premier tirage, elles sont brillantes gratos. Elles coûtent le même prix que le tome standard. Faut juste l'acheter quand ça sort. Et c'est tiré à des centaines de milliers, de je sais pas combien. Je sais pas ce que c'est l'échelle de tirage, mais c'est le premier tirage d'un tome de One Piece, quoi. Il y en a des tonnes. Hein. Venez pas dans 20 ans nous les revendre à 50 000 euros, hein, ces tomes-là, j'espère. Parce que vous aurez l'air bête. Hein. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, One Piece, toujours très cool. Ça déçoit pas, One Piece. Hein. C'est vraiment... c'est le manga que je suis, en fait. Si je devais absolument... Ce serait un vrai désastre, hein, je serais dévasté. Mais si je devais vraiment choisir qu'une seule série parmi toutes celles que je dis, la seule dont j'ai le droit de connaître la suite, je choisirais One Piece. Parce que One Piece, c'est la base, j'ai envie de dire, pour tellement de monde, moi inclus. C'est pas le manga qui m'a fait découvrir que j'aimais les mangas, mais presque. Enfin, en termes de manga, si d'ailleurs. Parce qu'en termes d'animé, l'animé qui m'a fait réaliser que j'aimais les animés, c'était Dragon Ball Z. Mais le manga, le premier que j'ai acheté, c'est One Piece tome 1. Hein. Donc en vrai, si. C'est le manga qui m'a fait réaliser que j'aimais les mangas particulièrement. Donc One Piece, j'adore. Alors, World and Dream Fantasy, tome... c'est écrit où 9, tome 9. C'est écrit en liseré doré, là, donc c'est un peu discret. World and Dream Fantasy... Alors je le dis à chaque fois qu'on en parle, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant s'ils n'ont pas vu les anciennes vidéos. World and Dream Fantasy, c'est une fresque épique de fantasy. Avec des guerres, des trucs comme ça. C'est génial. En dehors du côté harem, en dehors du côté ecchi. Si vous n'aimez pas le ecchi, ne lisez pas ce manga quand même. Si vous n'êtes pas rebuté par le ecchi, juste ça vous intéresse pas, je vous conseille quand même ce manga juste pour son aspect fantasy, juste pour son aspect, son world building, la manière, il y a des guerres, des trucs politiques, des machins. C'est une vraie bonne histoire de fantasy. Indépendamment du côté ecchi. Au même titre un peu que World's End Harem tout court était une vraie bonne histoire de mystère et de complot en dehors de son côté ecchi. Sauf que World's End Harem tout court, il y avait quand même une prévalence du côté ecchi à cause du postulat de base. Là, le postulat de base aussi induit pas mal de ecchi, mais moins systématiquement et moins fondamentalement. Voilà. Donc, je vous le conseille vraiment si vous aimez les fresques épiques de fantasy, avec de la guerre, des factions, des trucs comme ça, un objectif, machin. Super histoire. Je suis persuadé que si les gens qui sont vraiment rebutés par le ecchi, je suis persuadé, on enlève le ecchi, on vous présente la même histoire, vous êtes vraiment fond dedans, parce que c'est une super histoire en fait. Et je conçois totalement que ce soit pas du tout votre délire le ecchi et le harem, mais voilà, gardez en tête qu'indépendamment de ça, ça reste une histoire qui se vaut. Et voilà, je sais que les gens sous-estiment beaucoup les histoires qui contiennent du ecchi parce qu'ils voient ça comme des cash grabs, un peu comme des trucs un peu opportunistes. Il y a sans doute un peu de ça, j'en sais rien, mais l'histoire se vaut vraiment. Moi je suis vraiment très fan et je suis vraiment content qu'ils aient sorti ce spin-off qui, en termes d'histoire pure, je trouve, a su se maintenir très intéressant là où World's End Harem tout court a des moments de faiblesse. Donc super cool ce harem, super cool ce spin-off, super cool World's End Harem Fantasy. Ensuite, moi quand je me réincarne en slime, tome 21, donc la suite de moi quand je me réincarne en slime, je pense que cette série va durer à l'infini. Non, parce que je crois que le manga a pas mal de retard sur l'animé, et je crois que le light novel n'est pas fini. Donc, et à mon avis, l'animé a pas mal de retard sur le light novel. Donc je pense que cette série va durer à l'infini, ok? Je vois vraiment bien cette série faire dans les 50 tomes faciles. Après je suis peut-être désinformé, peut-être qu'en réalité le manga et l'animé sont à peu près au même niveau et que le light novel est pas loin d'être fini, j'en sais rien. Mais de ce que j'en sais, de ce que je pense en savoir en tout cas, vraiment ça va durer à l'infini. Pour l'instant c'est sympathique, bon là il y a des petites intrigues politiques, tout ça, ça avance, c'est l'avancée du scénario quoi, voilà, il n'y a pas, encore une fois j'évite les spoils donc je vais pas rentrer dans les détails, mais moi quand je me réincarne en slime, toujours une histoire très sympathique. En plus maintenant il n'y a plus les petits textes à la fin, donc c'est pratique parce que je vous avoue que moi c'était assez rédhibitoire quand même quand je lisais un tome
et que j'étais un peu fatigué de devoir me lire le petit texte à la fin par acquis de conscience, alors que ça résumait ce qui s'est passé dans le tome, je trouvais ça un peu, voilà, un peu frustrant à la longue. Donc je suis content qu'il n'y ait plus les petits textes à la fin, même si c'est vrai que ça restait du bonus, hein, ça restait du roman gratuit en plus, mais voilà, moi personnellement ça me gênait un peu dans mon expérience de lecture, sans être totalement incroyablement énervant, mais voilà, c'était un petit peu frustrant, donc je suis content que ce soit plus là, et je suis content que l'histoire avance et que on découvre un peu plus de cet univers et de ses intrigues politiques. Ensuite, Arrête de me chauffer Nagatoro tome 8, donc toujours une petite romance très mignonne sur une fille qui taquine son pote, quoi. Et en plus, ben, voilà, c'est au tout début de la série, il y avait un petit fond de harcèlement, quoi. Mais là, ils sont vraiment potes, quoi, donc c'est clairement juste de la taquinerie, quoi. Donc on a enlevé ce côté un petit peu malsain qui pouvait y avoir derrière le concept. Donc c'est vraiment juste mignon, quoi. C'est vraiment une petite histoire feel good, quoi. Moi j'aime beaucoup. Voilà, je le dis à chaque fois, petit vent d'air frais, petit. En plus c'est pas long, ça se lit vite. C'est un petit truc de poche. En plus le petit format des mangas no EV Graphics rajoute à ça. Vraiment, un homme Shofuki Nagatoro, petite romance sympathique et légère. Si vous voulez décompresser entre deux grosses lectures, voilà, c'est parfait. C'est pile ce qu'il faut. Moi j'adore. Ensuite, Goodbye Dragon Life tome 7. Donc là, l'arc actuel est un peu plus serious business que les précédents. Il y a vraiment des gros enjeux. Voilà, ils combattent des vampires pour rester vague. Donc, il se passe des trucs, il y a du background, il y a des trucs un peu tristes qui se passent ou ne se passent pas. Je ne vous spoil pas. Mais voilà, ça devient sérieux quand même, Goodbye Dragon Life, mine de rien, parce qu'à la base c'était assez feel good avec la Lamia et tout, c'était plutôt tranquille. Là, il se passe des gros trucs, voilà, curieux de voir comment ça évolue Goodbye Dragon Life. C'est une série qui est très middle, je trouve, en ce moment. C'est-à-dire, quand je l'achète, je suis pas oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais je le mets pas non plus en bas de ma pile de lecture, vous voyez ce que je veux dire? Je suis curieux de le lire, mais pas excessivement curieux, vous voyez? C'est voilà, une petite série un peu middle, il n'y a pas d'animé pour le moment. Donc ça l'a fait encore plus passer sous les radars. Je sais pas à quel point ça peut vous plaire, franchement. Si vous êtes fan de... Alors c'est pas un isekai, mais il y a eu un délire de réincarnation et tout. Si vous êtes fan de ce genre d'histoire de fantasy un peu, je pense que c'est dans votre délire, mais c'est pas le manga. C'est pas l'œuvre qui va vous faire dire waouh, j'en reviens pas que je suis passé à côté de ça. C'est l'œuvre qui va vous faire dire oh cool, c'est dans mon délire. Voilà, si vous aimez comme moi les trucs de fantasy, un peu de réincarnation machin, ça va être dans votre délire. Sans être l'œuvre absolument, mais en restant un truc sympathique. Fantasy Lazy Life, alors tome 14, l'histoire avance toujours, je le dis à chaque fois ça, mais c'est assez lent comme manga, mais pas lent tu t'ennuies, lent tu profites. Voilà, c'est tout simplement. Petit manga sympathique sur les intrigues politiques d'un monde de fantasy, avec le gars qui s'est fait isekai, qui est le roi d'un royaume, quoi, mais qui est un roi un peu au second plan derrière la reine. C'est ce qui était prévu dès le départ, mais au final, il a un rôle plus important que ce qu'il pensait au début, et il fait des trucs un peu politiques pour essayer de faire en sorte que son royaume s'en tire bien. Voilà, il n'y a pas trop de violence, il y a 2-3 scènes d'action par-ci par-là, mais c'est basiquement un truc de politique, quoi, donc... mais ça arrive à rester intéressant tout en étant plutôt lent. Encore une fois, on est au tome 14. Hein, et on nous avait vendu, par exemple, au tout début, qu'il allait avoir un peu un côté harem à la série. Pour l'instant, ça avance doucement, quoi. Je veux dire, on est au tome 14, il n'y a encore que 3 vraies prétendantes, et dont une seule qui est validée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le côté romance avance pas très vite, le côté politique avance plus vite, mais il y a toujours des nouvelles intrigues politiques, du coup ça s'arrête jamais vraiment. C'est une petite série sympa qui se suit tranquillement, quoi. C'est une petite série posée, et c'est toujours très intéressant, je suis toujours plutôt pressé de savoir ce qui se passe ensuite. Donc Fantasy Lazy Life, ça déçoit pas, quoi. Il se passe toujours quelque chose, et on veut toujours savoir où ça va, même si ça y va pas très vite. Donc voilà, c'est sympa aussi d'avoir des séries des fois qui savent se poser, hein. Tout en avançant correctement. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça avance. Hein. Donc en plus, voilà, perso, je vous le conseille. Et on conclut avec le dernier manga de cette vidéo, One Punch Man tome 27. Alors pour le coup, j'ai envie de dire qu'on est sur le climax de l'arc, sauf que je me suis déjà dit ça plusieurs fois dans cette série, donc on va peut-être attendre et voir si on n'est pas dans le climax de l'arc dans le prochain tome, ou dans celui d'après, ou dans celui d'après. Parce que One Punch Man, c'est une série qui aime bien
jouer avec tes attentes et te dire ah non c'est pas fini, et non, et là, là par contre c'est fini mais sur un gag, voilà, voilà ce genre de choses. One Punch Man, série très libre et qui aime bien nous surprendre, donc voilà, je vais le dire, on a l'air d'être dans le climax de l'arc, mais en réalité tu peux être sûr que dans le prochain tome il y a Saitama qui débarque contre un gros monstre encore plus gros, donc bon, on sait jamais quoi, c'est ça que je veux dire. One Punch Man, une série très cool, je suis très content d'avoir lu le manga. J'ai vu juste la saison 1 de l'animé, mais je serais pas content de voir la suite quand ça sortira. Enfin, la saison 2 est déjà sortie, mais j'attends qu'elle sorte en VF sur Netflix, si elle sort un jour, parce que j'avais vu la première en VF sur Netflix, donc bon, voilà, je raconte ma vie là. Quoi qu'il en soit, ce tome-là était très sympa, et One Punch Man, ça déçoit pas, donc si vous avez décroché, parce que par exemple vous regardiez que la version animée, bon, il y a la saison 3 qui est annoncée, mais n'hésitez pas à vous mettre au manga, c'est très sympa aussi. Et en plus, les dessins sont plutôt jolis, hein. One, il a une certaine... non, n'importe quoi. Yusuke Murata, il a une certaine réputation, et c'est pas pour rien. C'est vrai que ses dessins sont parfois assez surprenants et assez... tape à l'œil, quoi. Ils sont vraiment... Des fois, il y a vraiment des dessins super cool. Bon, et bien voilà, c'était la lecture d'octobre 2023. Elle a mis beaucoup de temps à sortir. Je suis vraiment content d'avoir ce plan là de tous les mangas et de me dire que enfin le problème est technique. Bon, peut-être pas fini pour toujours, mais j'ai réussi à le contourner temporairement, donc ça c'est vraiment cool. Je suis content d'avoir pu vous présenter ces lectures. Il y a vraiment des gros morceaux, en plus ça me tenait à cœur de vous présenter Yamada-kun and the Seven Witches et Tombé du ciel pour la dernière fois. Et oui, c'est des séries qui m'ont énormément marqué, et j'espère que j'ai pu vous les faire découvrir. Voilà, c'était Japanman, à plus!